population d'Akpakpa dans le littoral. Du soutien, le duo Talon Talata aussi en reçoit. Les femmes Union progressistes ont manifesté ce mardi leur attachement aux idéaux du duo. Et puis la pression sanglante se poursuit en Birmanie. Les États-Unis ordonnent à leurs diplomates non essentiels de quitter le pays. Bienvenue à toutes et à tous. Le duo Talon, candidat de la dynamique Restaurer la confiance RLC, s'installe dans les cœurs des populations du littoral. Corentin Koué et son colistier Irénée Agossa étaient face aux populations de Cotonou cet après-midi dans l'après-midi de ce mardi à la maison du peuple d'Akpakpa. Eh bien, Irénée Agossa est revenu sur certains aspects clés du projet de société de la dynamique RLC. On l'écoute. Dès que nous prenons le pouvoir, nous allons dormir au Nigeria. Nous n'allons pas aller en France. Nous irons au Nigeria rassurer le grand partenaire de l'Est pour leur dire que nous devons continuer à vivre dans une coopération diplomatique de bon voisinage. Et nous serons prêts à rassurer ces Nigériens pour que nos frontières soient désormais ouvertes. Ceci va permettre à ce que le commerce entre le Nigeria et nous reprenne. Le port va retrouver son élan et son caractère économique qu'est le transit et le service. Nous allons retrouver un autre élan, une autre source de recettes qui va nous permettre de réduire la pression fiscale. Il faut réduire cette pression fiscale, elle est trop. Elle nous étouffe, elle nous empêche de relancer la consommation. Je l'ai dit tout à l'heure en langue nationale, nous allons mettre en place le fonds de solidarité aux plus pauvres pour permettre à ceux-là de pouvoir relancer la consommation à la base. Nous allons, dans le cadre de la modernisation de l'administration et du rattrapage de notre retard numérique, nous allons recruter dans la fonction publique 15 000 jeunes ayant le bac et qui sont à la maison. Il s'agit de ceux qui ont le bac plus 2, qui seront dans une formation accélérée, de techniciens supérieurs en numérique spécialisé. Nous allons prendre ceux qui ont le bac plus 3 et autres, que nous allons soumettre à une formation accélérée pour qu'ils soient des ingénieurs spécifiques en numérique et permettre à notre pays, alors de rattraper le retard numérique. Nous n'allons pas faire comme le président actuel qui a déclaré notre pays, de qualifier ce pays de désert de compétences. Mais dès qu'il a fini de faire ce constat, en nous amenant des expatriés très chers, qu'en est-il fait de ce désert? Le duo Talon Talata est dans les cœurs des femmes Union progressistes de Godomé. Elles ont manifesté leur attachement aux idéaux du duo ce mardi 30 mars en présence du maire de la commune d'Abomey-Calavi et d'autres autorités à divers niveaux. Le point avec Anno-François Ngbedi-Rintor et Fiak Voiton. De soutien, le duo Talon Talata en reçoit depuis le démarrage de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle du 11 avril 2021. Les femmes de l'Union progressiste de l'arrondissement de Godomé, avec à leur tête la deuxième adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi, ont exprimé au prime abord leur reconnaissance au président Talon pour ses efforts de développement du pays, mais aussi pour le choix porté sur une femme pour être sa colistière. Reconnaissante des nombreuses réalisations du PAG dans la commune politique de Godomé et du choix de la colistière, les femmes progressistes de Godomé soutiennent de façon indéfectible le duo Talon Talata et s'engagent résolument à œuvrer pour leur élection avec un taux de participation remarquable pour un chaos retentissant au soir du 11 avril.
En présence de plusieurs autorités à divers niveaux, le maire Angelo Arwandino a estimé que c'est le moment idéal pour affirmer que l'heure a sonné pour l'ensemble des femmes béninoises car le Bénin aura bientôt une femme vice-présidente. L'heure a sonné pour les femmes béninoises de prendre conscience, de croire en elles-mêmes. L'honorable Sedami l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une femme qui est la policière de notre président. Et qui est déjà président. Ou bien? Et désormais, elle sera à côté pour souffler à l'oreille du président les femmes et les femmes. Une maman que moi j'appelle maman la paix. Elle vit la paix. On sent autour d'elle la paix. Elle est une dame qui dit, qui fait du moins ce qu'elle dit et vit ce qu'elle prêche. Le mot d'ordre ainsi connu, il va falloir attendre le soir du 11 avril 2021 pour corroborer l'ambition de ces braves femmes de l'Union progressiste de Godomè de voir le duo Talon-Talata remporter. Et le candidat Talon Rissa Colistière était à Dassazoumè ce lundi 29 mars 2021. Le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, s'est adressé à la population de Dassazoumè. Eh bien, le point avec Mori Agua. L'équipe de campagne du duo Patrice Talon, Mariam Talata Zimé était ce lundi à Dassazoumè. Au palais des sports de la commune, le président Talon a promis terminer le job. Ça y est, c'est fini maintenant. Notre misère, notre souffrance pour aller d'une région à l'autre. Pendant les 5 années à venir, nous allons terminer le job en ce qui concerne le bitume, le goudron, pour aller dans toutes les communes du Bénin. Autant l'industrie ne s'arrêtera point, autant l'asphaltage et l'assainissement gagneront Dassa en grande envergure. Pour le président Patrice Talon, il est possible de faire du Bénin une puissance économique à partir de la puissance agricole. Vous savez que le Brésil est devenu une puissance en passant par l'agriculture. Grand pays de production agricole. Puis après, grand pays de transformation des produits agricoles. Puis après, grand pays industriel. Quand on a un pays comme le Bénin, nous avons un potentiel agricole aussi important. Malgré le petit territoire sur lequel nous sommes. Et nous sommes déjà premiers dans beaucoup de domaines. Imaginez qu'effectivement, il y a ces écoles-là, qui est le financement de l'État, l'accompagnement, la mécanisation. Nous allons faire de notre pays une puissance économique à partir de la puissance agricole. Il a invité la population de Dassazoumè à sortir massivement pour voter le 11 avril prochain. Si le voter est un signe d'un sérieux d'un pays, de la conscience d'un pays, si on se lève tous pour aller voter, nous allons donner l'assurance à nous-mêmes que quelque chose a changé au Bénin. Et c'est ça, c'est à quoi je vous invite. Le duo Talon-Talata continue sa campagne électorale à travers le pays en délivrant des messages d'espoir aux populations. L'actualité hors du continent, le 31 mars 2001, Mayotte a cédé au statut de département français. À l'époque, les citoyens de cette île espéraient des conditions de vie meilleures, mais 10 ans après, les habitants de l'archipel des Comores se sentent délaissés par la métropole. Les 3/4 de la population vivent sous le seuil de la pauvreté. Reportage. Un changement de statut aux airs de vastes déceptions pour les Mahorais. Le département, situé entre Madagascar et les côtes de l'Afrique, est le plus pauvre de France. Malgré son changement de statut, l'île ne reçoit pas tout à fait le même traitement que les territoires de la métropole. Pas de couverture maladie universelle, ni congé paternité, mais des impôts et des taxes supplémentaires. Un traitement à 2 vitesses que dénonce une partie des Mahorais. On est toujours à la traîne. Il y a des spécificités concernant le handicap. Les conventions collectives, les codes de la sécurité sociale et de l'action sociale ne s'appliquent toujours pas. Par contre, quand il s'agit de ponctionner, le droit commun s'applique à la taxe d'habitation ou à l'impôt sur le revenu. Depuis 10 ans, les mouvements sociaux rythment la vie du département insulaire, alors que le Code du travail s'y applique en quasi-totalité depuis seulement 3 ans.
et la route vers l'égalité sociale avec la France métropolitaine semble encore bien longue, en attestent des allocations familiales bien inférieures. Cette égalité, c'est ce qu'appellent de leur vœu de nombreux habitants de l'île. Mais un alignement trop rapide sur l'Hexagone pourrait bien nuire aux habitants, selon le MEDEF mahorais. Nous ne sommes pas contre un alignement plus rapide, mais il faut une étude d'impact au préalable. Lorsque le Code du travail de droit commun est entré en vigueur, on est passé aux 35 heures. Le résultat, c'est que le salaire net des salariés a baissé. L'un des arguments opposés par Paris contre une égalité de traitement n'est autre que le risque de créer un appel d'air vers l'île déjà en proie à une forte immigration clandestine. À chaque fois, Paris nous oppose l'argument de l'appel d'air quand on réclame l'équité et la justice pour les Mahorais. C'est insupportable. On veut en finir avec cette aberration. Pour une population de 256 000 habitants, l'île recense 48% d'étrangers. Conséquence de ces flux migratoires, une grande partie de la population mahoraise vit avec très peu de ressources. Selon une étude de l'INSEE, en 2018, 77% des habitants de l'île vivaient sous le seuil de pauvreté nationale, soit 5 fois plus qu'en métropole. La situation sanitaire en France a été évoquée ce mardi soir à l'Élysée. Le Premier ministre Jean Castex s'est entretenu avec Emmanuel Macron avant un nouveau conseil de défense. Ce jour, près de 40 000 nouvelles contaminations sont enregistrées en moyenne par jour avec un taux d'incidence élevé en Île-de-France. De nouvelles mesures sont attendues. Festival qui pourrait briser le moral des Français. Dans l'attente de la prise de parole d'Emmanuel Macron, le Conseil scientifique met en garde. Si aucune mesure supplémentaire n'est prise, l'été 2021 ne sera pas similaire à celui de l'année passée. Il serait erroné de penser que l'état de l'épidémie en juin 2021 sera nécessairement identique à ce qu'il était en juin 2020. L'intensité et la nature des mesures de contrôle mises en œuvre au cours des 2 mois qui viennent sont un élément clé pour anticiper l'état de la pandémie en juin 2021. Une circulation importante du virus par rapport à l'année dernière, en cause notamment les variants, qui ont mis en grande difficulté les hôpitaux. Leurs services de réanimation ont désormais dépassé le pic de la 2e vague. Selon le Conseil scientifique, de nouvelles souches pourraient aussi faire leur apparition. Plusieurs médecins annoncent devoir faire un tri des patients en Île-de-France, où la situation se dégrade de jour en jour. Une ligne rouge absolue selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'offre des soins dans les hôpitaux se voit également dégradée, selon le professeur Gilles Pialou. À l'approche du week-end de Pâques, le ministre de l'Intérieur annonce un durcissement des contrôles de police. Il s'agit évidemment de pouvoir souligner l'importance, en attendant peut-être des mesures prises par le gouvernement d'ici le week-end de Pâques, de ce week-end de haut risque, de partir de son territoire et donc des contrôles qui seront encore renforcés, la mobilisation des policiers et des gendarmes et en même temps de pouvoir évidemment continuer ces contrôles intensifs dès jeudi sur les péages dans les gares pour éviter que les Français effectivement ne respectent pas la règle des 10 km jusqu'à lundi, mardi. Même si le Conseil scientifique ne nie pas les effets de la vaccination, elle semble trop faible pour imaginer un été loin de l'Hexagone. Si le président n'exclut pas de nouvelles mesures visant à faire reculer l'épidémie, il souhaite analyser l'efficacité de celles déjà mises en place. Une temporisation qui n'est, semble-t-il, pas vue d'un bon œil par de nombreux experts. En attendant le Conseil de sécurité sanitaire ce mercredi, 19 départements sont pour le moment soumis à des restrictions sanitaires renforcées. Et puis, la répression sanglante se poursuit en Birmanie. Les États-Unis ordonnent leurs diplomates non essentiels de quitter le pays alors qu'un conseil de sécurité de l'ONU se tient ce jour. Le secrétaire général des Nations Unies appelle la communauté internationale à plus d'engagement et d'unité. La menace d'une guerre civile plane chaque jour un peu plus sur la Birmanie. Les factions ethniques, elles aussi prises pour cible par l'armée lors de frappes aériennes, se déclarent désormais prêtes à se joindre au peuple pour lutter contre l'oppression militaire. Si les forces de sécurité continuent à tuer des civils, nous collaborerons avec les manifestants et nous riposterons par les armes. Ce week-end, l'Union nationale Karen, l'une des plus grosses factions armées du pays, a été prise pour cible par les raids aériens, après s'être emparée d'une base militaire,
tuant 10 soldats pendant que les militaires tenaient samedi matin des célébrations de la journée des forces armées dans la capitale. Signe de la gravité de la situation, c'est la première fois depuis 1995 que les militaires birmans s'en prennent à cette ethnie. Des dizaines de blessés, incluant femmes et enfants, ont depuis traversé la frontière pour se réfugier en Thaïlande, où des médecins les ont pris en 1000 personnes. Depuis ce week-end, plus de 3000 personnes ont tenté de fuir le pays pour se réfugier en Thaïlande. Mais dans un souci de protection des frontières, le Premier ministre thaïlandais a fait intervenir l'armée pour les en empêcher, sans toutefois avoir recours à la violence, explique-t-il. Nous avons discuté avec ceux qui sont entrés en Thaïlande. Nous leur avons demandé s'ils avaient des problèmes dans leur région. Et quand ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, nous leur avons simplement demandé de retourner d'abord sur leur terre. Nous leur avons demandé. Nous n'avons pas utilisé la force. Si la communauté internationale est d'accord pour dénoncer les agissements de l'armée birmane, une divergence oppose toujours certains pays concernant l'adoption de sanctions. Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, la Russie et la Chine, bien qu'affirmant leur opposition à la violence de la junte, refusent pour le moment d'appliquer toute sanction à l'égard du pouvoir en place. La réunion du Conseil de sécurité de ce mercredi a pour objectif, avec la communauté internationale, de trouver un terrain d'entente pour venir en aide au peuple birman. Depuis le coup d'État du 1er février dernier, qui a fait tomber la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, plus de 500 personnes ont péri sous les balles des forces armées. L'association d'assistance aux prisonniers politiques, une ONG thaïlandaise, estime que ce bilan est sans doute bien plus élevé. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.